Donc moi je suis le directeur scientifique d'Andéo, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, et je suis également sociologue. C'est pas toujours facile de commencer des matinées avec deux sociologues, ça crée quelque chose qui peut être un peu massif, un peu scientifique. Commis tout au long de la journée, ça va un peu s'amoindrir. Je suis sans doute d'ailleurs un petit peu moins que Nicolas, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, je vais davantage insister sur tout ce qui va être les travaux qu'on a pu réaliser dans le cadre d'Andéo sur les habitats dits intermédiaires aujourd'hui, qu'on appelait encore peu les habitats inclusifs. Et je vais aussi insister sur ces habitats, la manière dont les services à domicile, les services d'aide humaine, les services autonomie à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les services à la personne, tout cet ensemble de terminologies qui recouvrent ces services qui interviennent en proximité pour accompagner les personnes sur des actes essentiels de la vie quotidienne, sur de l'aide à la vie sociale, sur du soutien à l'autonomie, qu'on appelle aujourd'hui service autonomie à domicile et qui est quand même là où les services sur lesquels j'ai le plus travaillé. Juste avant de rentrer sur cette thématique-là, je vais essayer de faire un peu plus court que ce que j'avais prévu pour qu'on puisse avoir une pause et qu'on ne soit pas trop décalé sur le programme. Alors en général, quand on dit je vais faire un peu plus court, il y a 9 chances sur 10 que ce soit en réalité 2 fois plus long. C'est un classique, je vais essayer de réduire et en fait on est souvent très très long. Et puis alors à faire des digressions comme ça, je ne vais pas aider à raccourcir le temps. Je voudrais juste rappeler le contexte de production de ces recherches qui effectivement sont un peu différentes de recherches purement académiques réalisées dans le cadre d'un laboratoire universitaire, d'un laboratoire de recherche. Andéo, c'est une association, enfin c'est notamment une association qui inscrit ses missions dans le cadre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui s'intéresse à l'ensemble des articles de cette convention, mais qui a une attention plus particulière sur l'article 9 de la Convention qui vise les questions d'accessibilité, l'article 19 de la Convention qui vise les questions d'autonomie de vie, l'article 20 qui vise les questions de mobilité, et l'article 29 qui va toucher tout ce qui est les questions de participation politique et publique des personnes en situation de handicap. À travers ce cadre de référence, on décline nos actions autour de 3 axes qui ont été, pour certains, rappelés tout à l'heure. Un premier axe autour de la qualité à travers le déploiement de labels et de certifications. Un deuxième axe autour de la question du conseil et de la formation. Et un troisième axe, qui est l'axe dont je m'occupe et qui m'amène aujourd'hui, qui est un axe autour de la production de connaissances à travers la réalisation de recherche participative et de recherche-action. Et c'est notamment dans le cadre de cet axe qu'on a coordonné avec Nicolas et d'autres chercheurs ce fameux livre dont je refais la présentation très rapide sur les questions médico-sociales et qui aborde des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, notamment sur les questions de toute l'évolution historique du secteur, sur les questions de désinstitutionnalisation, même si ça n'a pas été mentionné, mais qui était en toile de fond dans une partie des éléments que Nicolas présentait, sur les questions également de coordination, notamment en écho à tout cet empilement que Nicolas a également rappelé, sur les questions d'aide humaine et de professionnalisation qui sont également présents, qui font partie en tout cas d'un certain nombre d'éléments que vous pouvez retrouver dans ce livre. Je pense également à la notion de dispositif, qui est une notion qui réapparaît très souvent et de manière à la fois cyclique au cours de l'histoire, mais également de manière très présente dans nos politiques publiques, qui sont des outils sur lesquels on essaie de proposer un certain nombre de clés de lecture issues des sciences sociales pour aider à décrypter ce maquis, pour reprendre une expression de Nicolas, qu'est le médico-social. Quels que soient si je reviens sur Andéo, quels que soient les axes de travail qu'on peut mener, ce qui est important aussi à retenir dans ce que je vais vous présenter, c'est que la méthodologie déployée dans les travaux d'Andéo, c'est une méthodologie qui se veut le plus possible participative, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, on va essayer d'associer des personnes en situation de handicap, des proches aidants, des professionnels, des structures qui vont représenter ces différents acteurs, les pouvoirs publics, des chercheurs,
Et l'enjeu, ça va être d'arriver à croiser ces différents savoirs différemment situés pour arriver à produire une connaissance qui va être agrégée et métissée par ces différents savoirs. Plus spécifiquement, si on prend la question de la recherche, la manière dont elle est déployée chez Andéo, en plus d'être participative, c'est des recherches qui sont des recherches actions, dans lesquelles on a pu aborder notamment la question des habitats inclusifs et des habitats intermédiaires, et plus spécifiquement également des services à domicile. Le terme de recherche-action, il vient qualifier une méthodologie comme assez particulière de recherche, que beaucoup d'entre vous d'ailleurs connaissent, c'est qu'en plus de construire de la connaissance à partir d'une approche participative, l'objectif de ces recherches, ça va être aussi de pouvoir produire des leviers d'application, des supports d'application qui vont arriver à agir sur le social. Dans les exemples de supports qu'on a pu produire, il va y avoir par exemple des guides de sensibilisation, notamment un qu'on a produit sur l'accompagnement à domicile des personnes qui vivent avec un handicap psychique, mais ça peut être également des tutoriels ou des référentiels qui vont servir de base ensuite à nos démarches de certification. Et on a notamment produit un spécifiquement sur les structures médico-sociales qui accompagnent les personnes qui vivent avec un handicap psychique. Que ce soit les rapports de recherche ou les supports d'application, ils sont tous en accès libre sur Internet, qui permettent en tout cas de pouvoir aussi essaimer et diffuser. Si j'en arrive sur les propos plus spécifiques des recherches qu'on a pu produire, on a donc un ensemble de travaux qu'on a pu mener et qui ont inclus notamment dans ces travaux les questions d'habitat inclusif et intermédiaire. Et on a notamment réalisé une recherche en 2016 qui portait spécifiquement sur les coopérations entre services d'aide et d'accompagnement à domicile, appelés aujourd'hui services autonomie à domicile, et les SAVS-SAMSA, donc services d'accompagnement à la vie sociale, et services adultes médico-sociaux pour services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés. À force de me dire que les sigles ont fini par oublier leur signification. Et dans le cadre de cette étude sur les coopérations donc, entre SAD et SAVS-SAMSA d'autre part, on a pu analyser spécifiquement 4 habitats partagés ou regroupés. À l'époque, on n'était pas encore d'ailleurs dans les habitats dits inclusifs. On est en 2016, la terminologie n'est pas encore consacrée. Par la suite, en 2018, on réalise également spécifiquement un groupe de travail, un groupe de réflexion autour de ce que pourrait être la qualité de service rendu dans ce type d'habitat, plus spécifiquement en s'intéressant à la manière dont les services à domicile vont participer à constituer ces logements intermédiaires tels qu'ils sont en train de se développer depuis les premiers en tout cas que j'ai pu rencontrer, on était au début des années 2000. Et enfin, d'ailleurs on était au début des années 2000, on pourrait même remonter un peu plus loin, parce que alors, je raconte vraiment cet exemple-là, mais là vraiment je ne vais pas aider à respecter la consigne que je m'étais fixée d'un temps plus court, mais j'ai par ailleurs ma sœur qui est porteuse de trisomie 21, et là on est déjà dans les années 90, et à l'époque on n'appelait pas ça habitat partagé, inclusif, regroupé, mais elle bénéficiait déjà d'une forme de logement intermédiaire qui était ni un domicile isolé, ni un établissement médico-social, mais elle était accompagnée par un SAVS dans une structure, enfin dans un logement dans lequel elle vivait en colocation avec d'autres personnes porteuses de trisomie. Et c'était déjà le début, en tout cas, de ce qu'on appelle aujourd'hui les habitats inclusifs, et qui n'avait pas du tout son nom, et ce nom-là, et qui n'était pas perçu comme quelque chose d'aussi innovant à l'époque. Je referme la parenthèse. Autre étude qu'on a pu réaliser, c'est notamment avec l'équipe de Côté Court, que je vois en haut à gauche là-bas, et que je salue, qui était de travailler sur les SAD, qui sont porteurs ou coporteurs de projets d'habitat inclusif, et de voir qu'est-ce que ça pouvait changer lorsqu'on était un SAD porteur ou coporteur de ce type de projet. L'étude, elle montre notamment que ces services, en étant porteurs ou coporteurs de ce type de projet d'habitat inclusif, amènent à un changement de positionnement de ces services. C'est-à-dire que très souvent, les services à domicile, ils sont utilisés ou perçus comme de simples services exécutants, et notamment dans la manière de penser leur intervention dans les habitats inclusifs.
là où lorsqu'ils sont co-porteurs, ils vont aussi être co-acteurs aux côtés des habitants de ce logement qui amènent à un décalage dans le positionnement. Certaines des études qui ont déjà pu être réalisées sur les habitats inclusifs et qu'on n'a pas forcément réalisées avec l'Ondéo montraient qu'un des problèmes dans ces habitats, c'est avec l'organisation des SAD dans ces habitats inclusifs, parce que le SAD, justement, n'est pas forcément ancré dans l'organisation du dispositif. Le fait d'être porteur ou coporteur du projet d'habitat inclusif peut rendre plus lisible l'intervention du service à domicile en termes d'organisation. Tout du moins, on peut faire l'hypothèse qu'un service à domicile qui va être porteur d'un projet d'habitat inclusif est plus impliqué qu'un SAD qui serait extérieur, qui serait entre guillemets simple prestataire, et qui parfois se positionne dans une approche qu'on pourrait qualifier de purement fonctionnaliste, contrairement au SAD qui sera porteur ou coporteur d'un habitat inclusif. Le fonctionnement de ces SAD dans ces habitats, ils peuvent être perçus comme une forme de défi organisationnel, notamment d'arriver à pouvoir s'investir et d'être dans cette logique de portage ou de coportage de ce type d'habitat. Et cette perception, elle a tendance également à découler aussi de la capacité ou non de ces services à pouvoir penser d'autres formes d'organisation et d'autres formes de management. Et je pense notamment à tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui les organisations apprenantes ou tout ce qui va être issu du mouvement des organisations dites libérées, qu'on a retraduit notamment aujourd'hui par ce qu'on appelle des équipes autonomes et qui s'inspirent pour une partie d'entre elles du modèle Buurtzorg inspiré des Pays-Bas, qui sont aussi ces modèles d'organisation qui vont amener aussi à repenser l'organisation et la lisibilité du service dans le fonctionnement de ces habitats intermédiaires. La limite qu'il va y avoir lorsque les SAD sont porteurs ou coporteurs de ces habitats, c'est notamment le risque de réduire la liberté de choix du service, qui va être d'autant plus accru lorsque on est sur des SAD qui sont dits intégrés au dispositif d'habitat. Alors qu'ils sont intégrés, ça veut dire que l'habitat a été construit et a créé de manière ad hoc une logique d'aide à domicile qui est intégrée à l'habitat inclusif, et ce n'est pas un service qui peut intervenir par ailleurs auprès d'autres structures. Donc là, on est vraiment dans la logique la plus extrême, je dirais, de la manière de penser le service dans le fonctionnement de l'habitat inclusif. Et ça rend souvent, pas impossible, mais plus compliqué, la notion de choix, en particulier dans les services dits intégrés. Mais ça l'est également quand le service est porteur ou coporteur de ce type d'habitat, puisque l'idée d'aller choisir un autre service peut paraître plus compliquée ou freinée davantage par le porteur. Mais en vrai, cette problématique du choix qu'on a tendance à mettre en lumière, à exacerber parce qu'on fait référence à un service d'aide et d'accompagnement à domicile, mais il est aussi vrai pour des SAVS ou des SAMSA. Mais là, pour ce type de service, l'offre est tellement limitée que finalement la question du choix elle n'existe pas véritablement. Et on a tendance, en tout cas, à ne plus poser cette question-là de cette manière-là pour des SAVS SAMSA. L'autre élément qui me semblait important, sur lequel insister, en tout cas pour les services à domicile et leur spécificité dans l'accompagnement de ces habitats, c'est que dans les recherches qu'on a pu mener dans le cadre d'Ondéo, on a tendance à la fois recouper un certain nombre de travaux qui ont déjà pu être menés sur ce type d'habitat, mais s'en distingue également par le public qu'on a plus spécifiquement travaillé. Aujourd'hui, les habitats dits intermédiaires peuvent fonctionner pour des personnes en situation de handicap, quelles que soient les altérations de fonction qu'ils peuvent avoir, ou pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Il n'empêche que la plupart des habitats sur lesquels, dans le champ du handicap, on a pu travailler, et là j'insiste dans le champ du handicap, même si la frontière de l'âge est très artificielle et purement administrative, c'est quand même des habitats qui ont principalement été construits dans le début, en tout cas, des années 2010-2020, pour des personnes dont le handicap est lié à des altérations des fonctions motrices, et que la plupart, nous, des habitats qu'on a pu travailler entre 2015 et 2020, sont plutôt des habitats pour lesquels les personnes qui y vivaient étaient plutôt avec des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives.
que ça change, ça va être la manière d'appréhender notamment l'autonomie dans ces handicaps-là. Pour les personnes qui vivent avec un handicap lié à des altérations des fonctions motrices ou sensorielles, la question du lien entre la déficience et l'environnement de la personne est relativement clairement dissociée. Et on peut arriver vraiment à faire plus facilement la part des choses, contrairement à un handicap qui va être lié à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, où là, il y a un entremêlement entre les déficiences et les altérations de fonction de la personne et l'environnement qui vont s'entremêler. La déficience étant, l'environnement étant lui-même générateur d'ostracisme et d'exclusion, mais la déficience, elle vient elle-même générer aussi une mise en retrait de la personne, notamment autour de problématiques de repli, d'isolement, d'auto-stigmatisation, de dépression, qui ne sont pas forcément directement liées à l'environnement, mais qui viennent aussi être générées potentiellement par l'environnement et qui s'entremêlent avec les altérations de fonction. Ce qui n'est pas le cas dans les handicaps, ou qui est moins le cas dans les handicaps liés à des altérations des fonctions motrices. De même, dans les handicaps qui ne sont pas liés à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, il existe aussi tout un discours qui va avoir tendance à chosifier les auxiliaires et les considérer comme des prothèses fonctionnelles. Dit autrement, l'auxiliaire, elle est là avant tout pour me permettre de vivre chez moi, pour me permettre de pouvoir me nourrir, m'habiller, et une partie du mouvement des dyspédies, je dis bien une partie, pas l'ensemble du mouvement, a aussi problématisé cette question des auxiliaires sous l'angle, non pas sous l'angle du care, de l'aide ou de la charité, mais bien comme un moyen pour vivre en société, comme une prothèse, comme une interface, et avoir tendance à déshumaniser finalement ce type d'aide. Toutes les personnes dont le handicap est lié à des altérations des fonctions motrices ne s'apparentent pas forcément et nécessairement à ce courant un peu déshumanisant qui aura tendance donc à considérer l'aide humaine comme une interface, comme une prothèse qui va être le prolongement nécessaire à la personne pour pouvoir vivre en société et compenser ses déficiences. Elles ne sont pas donc, toutes systématiquement dans cette forme d'instrumentalisation de l'aide humaine. On peut aussi rappeler que le fait d'être avec un handicap lié à des altérations des fonctions mentales, psychico-cognitives, ne prémunit pas non plus de ce risque de déshumanisation et d'instrumentalisation des aides humaines. Il y a notamment un article de Jeannette Paul de 2014 qui montre très bien ce risque de déshumanisation lorsqu'on peut aussi avoir des altérations des fonctions mentales, psychiques et cognitives. Et cet article est intéressant parce qu'il montre aussi différentes manières de soutenir l'autonomie des personnes, montrant toute la problématique relationnelle qui se noue entre la personne aidée et la personne aidante. Dans les handicaps liés à des altérations des fonctions mentales, psychiques et cognitives, on va notamment voir comment les aides à domicile et les auxiliaires, elles peuvent soutenir l'autonomie de différentes manières. Elles peuvent soutenir l'autonomie notamment comme capacité à définir des préférences, mais elles peuvent aussi soutenir l'autonomie comme capacité à faire, à passer à l'action, ou elles peuvent aussi soutenir l'autonomie comme manière de définir un projet de vie, qui est aussi une des formes de l'autonomie. En réalité, tout ça sont même des formes différentes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autodétermination, qui a ces différentes facettes autour de la question de la manière de s'autodéterminer en termes d'empowerment, en termes d'autoréalisation ou en termes d'autoréalisation. Un autre élément qui était intéressant aussi à travers les études qu'on a pu réaliser, c'est la hiérarchisation des déficiences qui peuvent exister. Notamment, ce qui a pu être observé dans différents travaux, notamment ceux qu'on a pu réaliser chez Andéo, mais pas uniquement, c'est la manière dont on se retrouve à hiérarchiser involontairement ou pas les déficiences, notamment dans certains habitats. On a pu remarquer que le handicap, en tout cas qu'un handicap dit visible, notamment lié à une déficience motrice, va avoir tendance à participer, à invisibiliser ou à relayer à un second niveau des problématiques plus cognitives qui vont altérer l'autonomie décisionnelle de la personne. Cette surinvisibilisation du handicap, elle peut venir complexifier et crisper l'intervention des aides humaines dans les habitats dits inclusifs ou intermédiaires et toute l'organisation qu'il va y avoir autour.
Alors c'est important aussi d'avoir en tête, là on l'a vu à travers l'exemple des services d'aide humaine qui interviennent dans ces habitats, mais cette invisibilité, cette surinvisibilité et les effets que ça peut produire en termes d'organisation n'est pas propre aux aides humaines ou aux habitats intermédiaires. On peut le retrouver, et ça vous avez dû le remarquer également, dans d'autres formes d'accompagnement qui existent. Voilà sur les éléments, en tout cas, d'habitat intermédiaire qui me semblait important à rementionner. Ce qui me paraissait important également à redire, là c'est le deuxième point, c'est sur les questions de services à domicile, c'est que le déploiement de ces habitats intermédiaires, il est en partie et très fortement dépendant de l'histoire et de l'évolution du secteur de l'aide à domicile. Et donc pour bien comprendre l'évolution de ces habitats intermédiaires, il faut bien comprendre l'évolution du secteur de l'aide à domicile, et ça implique aussi de bien comprendre ce secteur qui, aujourd'hui, notamment dans le champ du handicap, n'est pas toujours pleinement perçu ou pour lequel, en tout cas, ces potentialités ne sont pas clairement identifiées par les secteurs de l'aide à domicile, par les secteurs du champ du handicap qui ont tendance encore aujourd'hui, malgré de plus en plus de passerelles qui sont faites, malgré le virage domiciliaire incité par le pouvoir public, malgré la transformation de l'offre qui tend à inciter à trouver des solutions domiciliaires depuis maintenant au moins une dizaine d'années, aujourd'hui, la question du secteur des services à domicile reste un secteur encore relativement mal connu. Donc sans refaire toute l'histoire de ce secteur, je propose de réinsister sur quelques points saillants pour vous donner en tout cas quelques clés de lecture qui me semblent importants à retenir pour bien comprendre l'évolution de ce secteur. Ce secteur, il est confronté à plusieurs grands défis, sur lesquels en tout cas il me semble important d'en retenir au moins trois. Le premier grand défi que je viens de mentionner, c'est notamment le fait que depuis bientôt une dizaine d'années maintenant, les politiques publiques insistent sur l'importance du virage domiciliaire et de la transformation de l'offre médico-sociale. Je vous invite notamment à lire le dernier rapport IGAS qui porte spécifiquement sur cette transformation de l'offre, ou également le dernier rapport de la CNSA sur la question des habitats intermédiaires, qui montre le rôle pivot des services à domicile et l'importance en tout cas de pouvoir accompagner cette transformation de l'offre en incluant pleinement les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les services d'aide humaine, les services adverses. Un autre élément important de la réforme, le deuxième, ça va être la révision de la prestation de compensation du handicap qui a eu lieu avec le décret de 2022 mis en application le 1er janvier 2023, qui a permis de mieux prendre en compte les handicaps liés à des altérations des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, notamment avec une révision des critères d'éligibilité qui permettent de les assouplir, de faciliter l'éligibilité pour ces handicaps-là, mais également avec l'ajout d'un nouveau domaine, soutien à l'autonomie, qui permet aussi d'avoir des plans d'aide plus adaptés à l'accompagnement de ces situations, qui étaient jusqu'ici présents dans le cadre de la PCH telle qu'elle avait été pensée en 2005, mais vraiment présente en demi-teinte par rapport aux besoins réels liés aux spécificités de fonctionnement de ces handicaps. Enfin, à côté de la transformation de l'offre médico-sociale et du nouveau domaine soutien à l'autonomie de la prestation de compensation du handicap, il y a aussi toute la réforme de la refonte des modèles des services d'aide et d'accompagnement à domicile, appelés aujourd'hui à devenir des services autonomie à domicile, dont la réforme a commencé en 2023 et la fin, un premier jalon devrait se terminer en 2025, qui amène en tout cas à avoir révisé et produit un nouveau cahier des charges des services autonomie à domicile et à penser également des rapprochements avec le secteur du soin et plus spécifiquement des SIAD. Cette réforme, pour autant, elle se heurte à des difficultés, et notamment une première difficulté qui a été relevée par le CNCPH le 26 mai 2023, qui donnait un avis mitigé sur cette réforme des services autonomie à domicile et qui disait que la réforme qui fera fusionner à terme les SAD, les SIAD, services de soins infirmiers à domicile, et les SPASAD, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, n'a pas été pensée pour les personnes handicapées qui ont des besoins spécifiques en termes d'évaluation de leurs besoins et de réponses à y apporter. Effectivement, cette réforme, elle ne pense que la dimension combinée intégrée entre SAD et SIAD, entre aide et soins, donc principalement dans le secteur de l'âge, puisqu'aujourd'hui la plupart des SIAD interviennent principalement auprès des personnes âgées en perte d'autonomie,
Ils ont généralement quelques places auprès de personnes en situation de handicap, mais qui restent limitées par rapport au nombre de places SIAD. Et il existe très très peu de SIAD uniquement dédiés au handicap. Il en existe quelques-uns, notamment sur le territoire, mais qui restent vraiment très limités. On aurait pu penser, à travers cette réforme, notamment des combinaisons avec, entre des SAD et des SADS, entre des SAD et des SAMSA pour les adultes, mais pour les enfants, on aurait pu penser des combinaisons entre des SAD et des CESAD. Et là, je ne suis que dans le champ médico-social. On aurait pu également penser, dans le cadre de la transformation de l'offre, des logiques de combinaison avec le secteur hospitalier, notamment des équipes mobiles qui peuvent être déployées, mais aussi dans le cadre de la transformation de l'offre et notamment de tout ce qui se développe hors les murs ou d'équipes d'immobiles qui peuvent émaner notamment d'établissements comme des maisons d'accueil spécialisées, des combinaisons entre SAD et ces nouveaux dispositifs qui se déploient pour arriver à penser des logiques de combinaison et de monter en compétence de ces services à domicile qui restent confrontés à un secteur et un environnement très sinistré, fortement contraint. Il me semble important en tout cas de rappeler l'héritage encore compliqué dans lequel sont empêtrés ces services à domicile, notamment le manque de valorisation des métiers et des salaires qui existent pour tout le secteur médico-social, mais qui est encore plus fort pour les secteurs à domicile, les difficultés de recrutement, de turnover, de travail à temps partiel, le taux d'accident du travail qui est fortement majoré par rapport aux autres secteurs professionnels, toute la complexité des plannings et de l'organisation des plannings dans le secteur à domicile qui est souvent fractionné, le manque de formation des intervenantes, le manque de formation des responsables d'encadrement, le manque de réunion d'équipe, le manque de coordination, le manque de supervision, les problématiques de tarification du secteur des services à domicile, la taille des plans d'aide parfois trop limitée. Bon, je vous les liste pas tous, mais quand on met tous ces éléments-là bout à bout, on voit toute la difficulté pour ces services à domicile à pouvoir accompagner des situations parfois un peu plus spécifiques, parfois très complexes, là où certaines structures médico-sociales ou même certains établissements ont renoncé et on se retrouve avec des services à domicile qui interviennent en bout de course, seuls, face à des situations que d'autres n'ont pas voulu. Là, je donne un exemple qui n'est pas systématique, mais je le donne à titre d'exemple pour arriver à montrer dans quelles difficultés peuvent être ces services à domicile. L'autre difficulté, je le mettais aussi en préambule, c'est le fait que ces services à domicile continuent à véhiculer des représentations liées à leur histoire, qui étaient avant tout des services qui accompagnaient des personnes âgées, notamment des personnes âgées en perte d'autonomie, et que ces services restent encore très fortement perçus comme accompagnant principalement ce public. Ce qui est vrai. Je dirais que 90% des services à domicile ont globalement dans leurs publics principaux des personnes âgées en perte d'autonomie. On peut estimer à moins de 10% le nombre de services à domicile spécialisés dans le secteur du handicap et à moins de 1% les services qu'on pourrait qualifier d'hyper spécialisés dans le champ du handicap, qui montre que oui, effectivement, ça reste des services plutôt généralistes, plutôt accompagnés des personnes âgées en perte d'autonomie. Pour autant, une partie d'entre eux se sont spécialisés dans le champ du handicap et ces services-là ont aujourd'hui encore des difficultés à être reconnus. Il y a aussi une difficulté à être reconnu pleinement comme structure médico-sociale. Aujourd'hui, depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, tous ces services sont pleinement rentrés dans le champ de l'autorisation et donc sont toutes des structures médico-sociales. Mais jusqu'en 2016, il y avait effectivement un droit d'option qui laissait persister une forme de doute entre est-ce qu'on relève du médico-social ou pas, notamment le fait qu'une partie de ces services ne relève pas de logique d'autorisation, mais d'une logique d'agrément qui était donnée par la directe et qui a permis notamment le développement de nombreuses entreprises dans ce secteur-là, qui a participé également à brouiller ce choix. Enfin, c'est aussi un secteur, quand je dis enfin en termes d'héritage et de difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est aussi un secteur qui est confronté à un certain nombre de normes en tension, notamment dans les questions de disponibilité, qui peuvent être contraintes par le plan d'aide au regard de besoins qui sont souvent continus, mais au regard aussi de la bonne distance à pouvoir avoir avec les personnes accompagnées, souvent un peu plus compliquées face à la proximité qui peut être proposée, ou aussi sur la difficulté à pouvoir bien positionner la question des émotions, qui est un enjeu important dans le secteur, j'ai envie de dire, dans les questions d'accompagnement, et plus spécifiquement dans le champ de l'aide à domicile. L'autre élément sur lequel je trouvais important de revenir, c'est sur la question des aides humaines.
est la manière dont les services à domicile sont en réalité une manière de matérialiser spécifiquement ce qu'on peut entendre par aide humaine. La réforme des services d'aide et d'accompagnement à domicile, en réalité, ne prend pas en compte la complexité de ce qui peut être recouvert par les aides humaines et les différentes manières de le définir. Les aides humaines, on a tendance à les définir de manière purement administrative et on va penser notamment au mode de solvabilisation pour recourir à ces aides humaines. Le mode de solvabilisation, ça va être par exemple la prestation de compensation du handicap, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'AEH, qui va être la manière de solvabiliser pour pouvoir recourir à des aides humaines. Et on a tendance à dire que les aides humaines, c'est ce qui va pouvoir être financé par ces prestations. L'autre manière de définir les aides humaines, ça va être de considérer les acteurs solvabilisés par ces aides. Et donc, lorsque je recours à de la PCH, par exemple, ben, je peux dédommager un proche aidant ou je peux salarier un professionnel en emploi direct, en mandataire ou salarier une structure qui va être un service prestataire. Mais en réalité, on pourra avoir aussi un autre regard. Et plutôt que rentrer par la prestation ou de rentrer par l'acteur qui va être solvabilisé par cette prestation, on pourrait aussi partir et regarder la nature de l'aide qui peut être proposée, indépendamment de ce qui va être solvabilisé. Ça va être par exemple le fait de pouvoir aider à la toilette, aider à faire les courses, aider à l'accompagnement du domicile à un autre point. Et là, si on entre par les actes, on peut considérer que finalement, toute aide apportée par une personne humaine pourrait être potentiellement de l'aide humaine, que ce soit du droit commun, du secteur social, médico-social ou sanitaire. Et si on rentre dans les détails, dans ces professionnels, cette aide humaine, elle va se retraduire aussi différemment, selon qu'elle va revêtir des formes différentes, selon le référentiel métier pour le professionnel, qui va être différent selon qu'on est une auxiliaire de vie, un accompagnant éducatif et social, un assistant de vie, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, et qui va être différent également selon au type de service qu'on va faire appel, et si on fait appel à un service autonomie à domicile, au cahier des charges. Si je donne ces éléments-là, et pour les matérialiser, je vais donner deux exemples. Un premier exemple, ça va être l'aide à la toilette. Un exemple vraiment classique, l'aide à la toilette. L'aide à la toilette, si elle se fait par un SIAD, en semaine, on va qualifier ça de soins. Mais le SIAD, pour beaucoup, ils ne sont pas ouverts le week-end. Et s'il y a besoin d'aide à la toilette le week-end, ça va être un SAD, éventuellement, qui va arriver. Et là, en week-end, d'un seul coup, cette aide à la toilette, c'est plus du soin. On va appeler ça de l'aide humaine. Un autre exemple, ça va être entre les SAD et les SAPS. Et tout ça, c'est toujours si on rentre sur la question des actes, sur la nature de l'aide. Si je fais de l'aide aux courses, au titre de la PCH, on va appeler ça de l'aide humaine. Mais si je suis un SAVS et que je dois réaliser une aide aux courses, notamment pour l'aide à l'autonomisation de la personne, on va appeler ça de l'accompagnement à la vie sociale. En réalité, dans les termes d'actes, c'est pas évident d'arriver à différencier les deux. Je ne suis pas là pour vous dire que l'aide humaine, c'est plus ça ou tel élément. Je ne suis pas là pour essayer de la caractériser. Je ne suis pas là non plus, et je ne suis pas en train de vous dire que les métiers sont interchangeables et que la manière d'investir l'acte toilette ou la manière d'investir l'acte course se ferait de manière indifférente. Au contraire, elle se fait différemment selon qu'on est une auxiliaire ou un auxiliaire, un ou une éducateur ou un ou une aide-soignante. Si je vous donne ces exemples-là, c'est parce que je vous invite à vous re-questionner sur ces frontières et ces catégories d'aide humaine pour repenser d'autres manières de faire et notamment d'autres manières de coopérer avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Là, dans les dernières minutes qui me restent pour essayer de conclure sur ces questions de services à domicile qui interviennent dans des habitats intermédiaires, et je vais principalement insister sur les aides humaines proposées au titre d'un service autonomie à domicile, plus généralement au titre de la prestation de compensation du handicap, donc avec une vision relativement restrictive. Mais ces éléments-là, ils sont importants à repenser par rapport aux processus de catégorisation qui sont opérés par rapport à ces formes de modélisation administrative. Ce qui va être important de garder en mémoire, c'est ces logiques de frontières d'aide humaine qui peuvent être à géométrie variable et qu'on pourrait redéfinir autrement et qui n'ont pas forcément été redéfinis dans le cadre de cette réforme des services à domicile. Sur les services à domicile, ce qui va être important également à avoir en tête, c'est que ces services à domicile, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent intervenir pour du soutien à domicile,
pour de la préservation ou de la restauration de l'autonomie, notamment dans l'exercice d'activités de la vie quotidienne, mais ils peuvent aussi intervenir dans le cadre de maintien et de développement des activités sociales et des liens avec l'entourage. Le soutien à domicile, ça peut être tout ce qui va être de l'aide pour cuisiner, ranger son logement, mais ça peut être aussi pour des manières de lutter contre l'insalubrité ou de lutter contre les risques de squattage. Ça peut être aussi des temps de surveillance qui peuvent être mobilisés et qui sont importants en tout cas à prendre en considération. Tout ce qui va être autour de la préservation de l'autonomie, ça peut se traduire autour de l'aide pour se lever, s'habiller. Et cette aide aussi, elle peut se traduire par de la stimulation, qui sont des éléments importants, notamment dans les handicaps, liés à des altérations des fonctions mentales, psychico-cognitives. Ça peut être aussi dans l'aide, une manière d'aider à tout ce qui va être lié à prendre soin de sa santé, notamment dans les rendez-vous médicaux. Alors ce n'est pas forcément l'aide à domicile qui va être prendre en tant que telle, mais s'il y a un rendez-vous médical qui est pris, l'aide à domicile, elle peut s'assurer que la personne elle va y aller. Et on sait que avec les troubles métacognitifs que peuvent avoir des personnes avec des handicaps psychiques, ces éléments-là ils peuvent être importants à rappeler, mais ça peut être aussi d'aider la personne à bien vérifier dans son agenda, donc de stimuler pour vérifier le rendez-vous, ou l'accompagner sur le lieu du rendez-vous médical, l'aider aussi dans le suivi de son traitement, qui peuvent être des choses aujourd'hui qui peuvent être faites au titre de soutien à l'autonomie, et qui, avant le domaine soutien à l'autonomie, étaient faits par certains services à domicile au titre de la PCH. Ça peut être aussi des manières d'arriver à gérer, en partenariat avec d'autres services, l'hygiène alimentaire ou les problématiques d'addiction. Le service à domicile, à côté du soutien à l'autonomie et du soutien à domicile, il peut également venir en soutien dans tout ce qui va être les relations sociales et les liens avec l'entourage. Et là, ça peut se traduire notamment pour faciliter le déplacement et le repérage dans le quartier, dans la vie de voisinage, la participation à la vie sociale, la participation à la citoyenneté, notamment pour rappel, les municipales arrivent dans quelques mois et les services à domicile peuvent être un maillon pour faciliter cette citoyenneté. Ça peut être également de la facilitation à avoir des temps de répit, le renforcement aussi de l'estime de soi, qui sont autant d'éléments qui peuvent favoriser ces relations avec autrui et avec le voisinage. L'autre particularité des services à domicile, c'est qu'ils peuvent intervenir dans une diversité de lieux. Ils n'interviennent pas uniquement à domicile. C'est vrai que c'est leur intervention principale, mais ça leur arrive d'intervenir sur le lieu de travail, sur des temps de loisirs lorsqu'ils existent, sur les lieux de vacances, sur des lieux de culte, sur le lieu d'exercice civique lorsqu'il faut accompagner au vote, sur les lieux de soins. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué avec le nouveau cahier des charges, mais jusqu'en 2023, c'était possible. Parfois, ils organisent des choses aussi au sein du service. Cette diversité de lieux, elle est aussi à considérer. Si je vous les donne comme ça, c'est aussi pour rappeler qu'une fois que tous ces éléments-là sont dits, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'activités et un certain nombre de lieux d'intervention qui se recoupent avec l'intervention que peut faire un SAVS par exemple ou un SAMSA, et que ça amène un certain nombre de réflexions à avoir sur finalement comment on va différencier l'intervention d'un SAD, d'un SAVS ou d'un SAMSA. Comme je le disais sur l'exemple de l'aide humaine, l'idée c'est pas de dire que les professionnels ou les services sont interchangeables, c'est plutôt d'arriver à penser la complémentarité des services et en quoi la co-intervention de ce type de service peut favoriser la vie dans un logement et favoriser notamment la vie dans un logement intermédiaire. Ce qui va être différent, c'est notamment les compétences qui vont être mobilisées en termes d'accompagnement et les postures professionnelles qui peuvent être différentes. Notamment, les objectifs d'intervention seront différents. Les professionnels qui sont présents dans un service à domicile ou qui sont présents dans un SAVS-SAMSA seront différents également. Les fonctions entre le SAD et le SAVS-SAMSA seront également différentes. L'intensité de l'accompagnement sera également de nature différente. Et la manière de penser les ressources seront également différentes entre un service d'aide et d'accompagnement à domicile et un SAVS-SAMSA. Pour illustrer ces différences, et je m'en arrêterai là, je prends l'exemple d'un SAD qui intervient conjointement avec un SAMSA et je tire cet exemple de la recherche qu'on avait réalisée en 2016 justement sur les services combinés entre SAD et SAMSA. Monsieur P a une schizophrénie. Il est accompagné conjointement par un SAD et un SAMSA. Ces deux services interviennent pour soutenir l'autonomie de Monsieur P dans son suivi budgétaire et ses démarches administratives. Il propose néanmoins des interventions différentes. Le SAD intervient en proximité dans les actes de la vie de tous les jours et gère le planning des interventions, alors que le SAMSA guide et supervise le contenu de l'intervention
de l'auxiliaire qui intervient à domicile. Les professionnels sont également différents. Cet appui est fait par un conseiller en économie sociale et familiale, une CESF, qui travaille dans l'équipe pluridisciplinaire du SAMSA. Et cet appui, il se fait auprès de plusieurs auxiliaires de vie du service autonomie à domicile. Le rythme des interventions est également différent. Le SAD intervient de 18h à 21h, 2 fois par semaine, là où la conseillère en économie sociale et familiale peut se rendre à domicile, mais en réalité, le gros de ces interventions se fait surtout avec l'auxiliaire pour l'aider à monter en compétences, identifier les points d'attention à avoir au moment où elle est au domicile de Monsieur P, et aussi pour trouver le bon positionnement et éventuellement des stratégies d'adaptation lorsque c'est nécessaire et que l'auxiliaire se retrouve éventuellement en difficulté face à Monsieur P. Pour conclure, ces différents éléments qui me semblent importants à retenir autour de ces questions d'habitat intermédiaire et de services à domicile, c'est de penser des dynamiques d'alliance et des travails d'alliance autour de 5 grands piliers. Un premier pilier qui va être d'arriver à réfléchir à la structuration juridique de ces alliances qui peuvent être faites autour de ces différents services afin de faciliter la vie dans des habitats des personnes qui vivent avec un handicap psychique. Mais également un deuxième pilier autour de toute la dimension psychologique. Très souvent dans ces dynamiques de coopération, le premier élément qu'on me donne à chaque fois, c'est de dire oui, mais c'est interdépendant. Une fois que la personne elle est partie, ces coopérations elles ne fonctionnent plus. Il faut pouvoir fonctionner avec des gens qui veulent travailler ensemble. Je dis toujours que oui, c'est vrai, cette dimension-là, elle est fondamentale. Mais elle n'est pas limitative. Si vous prenez d'autres composantes, si vous arrivez à sécuriser face à d'autres leviers, notamment juridiques, sociaux, matériels et financiers, le fait qu'il y ait quelqu'un qui part, normalement l'ensemble du dispositif n'est pas censé s'effondrer. S'il s'effondre, c'est qu'on a fait reposer le travail d'alliance uniquement sur la dimension psychologique, là où il y a d'autres dimensions à considérer. Et c'est l'ensemble de ces dimensions qu'il faut arriver à pouvoir faire tenir conjointement. Donc juridique, psychologique, mais également social, à la fois toutes les compétences peuvent avoir les acteurs qui vont participer à la coopération, leur connaissance du secteur, la manière dont ils vont pouvoir travailler ensemble. Une autre dimension également importante à considérer, c'est la dimension matérielle, l'existence ou non d'espaces communs, l'existence ou non d'outils partagés, de systèmes d'information partagés, de projets pour lesquels les objectifs ont été définis de manière collégiale. Et une cinquième dimension, donc à côté de la dimension juridique, psychologique, sociale et matérielle, c'est la dimension financière, et pour arriver à pouvoir considérer notamment les questions de tarification, de conventions collectives, qui ne sont pas toujours faciles à articuler quand il y a différents types de structures qui interviennent autour de mêmes personnes dans un même type de logement. Je vous remercie.